Il est né en 1984, il a 40 ans et il est le troisième plus jeune vice-président de l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui, on va parler de J.D. Vance. Et dans cette vidéo, j'ai pas envie de faire quelque chose de linéaire, mais on va s'intéresser à 5 anecdotes qui vraiment structurent la personne qui est aujourd'hui J.D. Vance, mais surtout 5 anecdotes qui nous racontent l'Amérique au travers de ce personnage politique qui est aujourd'hui, on peut le dire, un vrai phénomène. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine, mais sur cette chaîne, je parle de politique et de géopolitique, du coup, je vous invite à vous abonner. Alors, la première anecdote, c'est le fait que J.D. Vance est né dans une famille très pauvre. Même plus que pauvre, une famille moralement et financièrement pauvre. Il est né en 1984 dans l'Ohio, un état de la Rust Belt qui était déjà sinistre avant d'être sinistré, et dans un état où la globalisation, la mondialisation a cassé l'industrie, où les gens sont devenus des chômeurs, et le chômage a mené vers le désespoir, et le désespoir vers la drogue, et la drogue vers la colère, et c'est toute une partie de l'Amérique oubliée de la Rust Belt qui aujourd'hui a emmagasiné tellement de colère qu'elle essaye d'exister aujourd'hui d'un point de vue politique, et c'est de là d'où vient J.D. Vance. Et d'ailleurs, son vrai nom à la base, ce n'est pas J.D. Vance, son vrai nom à la base, donc James David Vance, son vrai nom à la base, c'est James Donald Bowman, qui est le nom de son père biologique qu'il n'a pas connu. C'est un homme qui sortait avec sa mère pendant quelques années, mais il n'avait même pas 3-4 ans lorsque son père a quitté et il ne l'a jamais revu. Sa mère, de son côté, est une toxicomane qui n'a jamais eu de job fixe et qui s'est battue toute sa vie contre des addictions et en fait a aussi eu une relation très toxique avec son fils. Une anecdote très révélatrice, c'est un moment où sa mère essaye de se réconcilier avec lui lorsqu'il est enfant et décide de l'emmener en vacances et lors du chemin des vacances, essaye de se suicider avec lui en crachant la voiture dans le décor. Et c'est là où interviennent ses grands-parents, Papao et Mamo, comme ils l'appellent en anglais, qui l'ont élevé et pour lui, ses grands-parents incarnent vraiment le mariage solide. Et d'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que ça va vraiment structurer la pensée qu'il a de la famille et du mariage. Et il reproche à l'Amérique d'être décadente, notamment parce qu'il n'y a plus de vrais mariages comme celui de ses grands-parents. Les gens divorcent pour un rien, il y a l'avortement à ne plus en finir, et tout ça participe à une société américaine de plus en plus décadente. Et cette enfance dans les bas-fonds de l'Ohio, il va en faire un livre qui va connaître un succès assez considérable, qui s'appelle Hillbilly Elegy, qui littéralement veut dire ode au plouc, ode aux personnes de basse condition, et qui est une clé de lecture pour comprendre dans une certaine mesure ce qu'est l'Amérique et ce qu'est devenu l'Amérique. Et c'est notamment ce livre-là qui va le lancer en politique parce que au travers d'une mythologie personnelle, alors c'est basé sur des faits réels, mais il faut toujours prendre une source dans son contexte, il va se présenter comme presque le rêve américain tel qu'on l'a toujours rêvé, une personne de basse condition qui fait fortune dans la tech et qui après se lance en politique, mais sans oublier d'où il vient, à savoir les bas-fonds de l'Ohio. Et je pense qu'il est même presque plus intéressant pour moi de vous lire un extrait de son introduction. Ouvrez les guillemets. J'ai grandi pauvre dans la Rust Belt, une région sinistrée de l'Ohio, dans une ville sidérurgique qui perd ses emplois et son espoir depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. J'ai, pour le dire gentiment, une relation compliquée avec mes parents, dont l'un a lutté contre une addiction pendant presque toute sa vie. Mes grands-parents, qui n'ont pas terminé le lycée, m'ont élevé et peu de membres, même éloignés de ma famille, sont allés à l'université. Les statistiques vous diront que les enfants comme moi ont un avenir sombre, que s'ils ont de la chance, ils éviteront les aides sociales, et s'ils en ont pas, ils mourront d'une overdose d'héroïne comme des dizaines de personnes dans ma petite ville l'an dernier. Les Américains les appellent pecno, plouc ou white trash. Moi, je les appelle voisins, amis et famille. Et c'est de ça dont vient J.D. Vance. Une Amérique perdue, sans espoir, qui essaye d'exister, mais qui a emmagasiné tellement de colère que elle est prête à tout pour se sentir représentée. La deuxième anecdote, c'est que J.D. Vance, comme beaucoup d'enfants pauvres, a eu comme seule véritable porte de sortie pour sortir de sa condition l'armée. Et lorsqu'il a même pas 18-20 ans, il va rejoindre les marines aux États-Unis et il va servir en Irak. Alors, il va pas servir en tant que soldat combattant, mais en tant qu'agent de communication. Mais il a été suffisamment proche de l'intervention américaine en Irak que pour avoir été dégoûté
des interventions américaines, et il incarne encore une fois vraiment cette Amérique qui s'est sentie trahie par la guerre d'Irak, euh, s'est sentie trahie par les mensonges des républicains sur les armes de destruction massive de soi-disant Saddam Hussein, qui se sont sentis trahis par l'argent qui a été euh, investi pour rien dans ces guerres, aussi bien en Irak et en Afghanistan, un argent qui aurait pu être utilisé pour plein d'autres choses que simplement faire des guerres inutiles pour le compte de certaines personnes. Et J.D. Vance, il incarne un peu cette working class qui a été la chair à canon, alors pas à canon comme les Russes aujourd'hui, mais qui a été vraiment été la chair qui est allée en Irak et qui aujourd'hui est revenue avec ses PTSD, avec ses traumatismes, parfois avec des amputations, etc., etc., des problèmes de santé. Et c'est du coup une Amérique qui aujourd'hui a une détestation profonde pour les interventions étrangères et qui ne rêve que d'une chose, le repli sur soi-même, le America Back, le America First. Et c'est pour ça que J.D. Vance est à ce point opposé à toute aide, par exemple, à l'Ukraine. Alors pas que pour ça, il y a aussi des affinités idéologiques avec Poutine, mais ça peut expliquer le fait qu'il a jamais voté pour des paquets d'aide pour l'Ukraine. C'est pour ça aussi qu'il est tellement vindicatif envers les alliés européens, comme on a pu le voir à Munich, contre l'OTAN, parce que c'est une Amérique qui a été traumatisée par sa faute, c'est elle qui est partie toute seule, hein, mais une Amérique qui a été traumatisée par l'intervention militaire américaine en Irak. La troisième anecdote pour comprendre J.D. Vance, c'est que J.D. Vance, euh, étant donné qu'il était brillant intellectuellement, a pu obtenir après l'armée d'une bourse pour aller étudier dans l'université de son État, de l'Ohio, et il a tellement été brillant qu'il a pu ensuite intégrer la prestigieuse université de Yale. Et à Yale, il est arrivé comme un enfant sans code de la bourgeoisie. Yale, par excellence, est vraiment ce qu'on appelle les Ivy League, donc vraiment le terrain de jeu des familles les plus riches des États-Unis, la grande bourgeoisie, etc., etc. Et là-bas, il va faire la rencontre de trois personnes qui vont changer sa vie. La première personne, c'est sa femme Usha, qui, on peut le dire, est l'inverse complet de qui il est. Usha est née dans une famille relativement aisée de parents universitaires indiens. Elle est de religion hindoue et elle est démocrate. Elle est brillante intellectuellement. Elle est plus un produit social de sa classe que vraiment un ovni, parce que voilà, conditions sociales a fait qu'elle a pu rejoindre Yale, mais il n'empêche, elle est tellement brillante qu'elle fait son stage en tant qu'assistante d'un juge à la Cour suprême, ce qui est un peu le Graal quand on est étudiant en droit à Yale. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à considérer, c'est que c'est une vraie histoire d'amour entre J.D. Vance et Usha. Et Usha va presque être la tutrice de J.D. Vance pour que ce dernier s'intègre à un monde auquel il n'appartient pas, le monde de la grande bourgeoisie américaine. Mais il n'empêche que J.D. Vance, lui, va garder quand même sa vision très républicaine et petit à petit amener sa femme, avec qui il a deux enfants aujourd'hui, aussi à embrasser les valeurs conservatrices qu'il défend aujourd'hui. La deuxième personne qui va vraiment marquer la pensée de J.D. Vance, quand il est à Yale, c'est un homme qui s'appelle René Girard. C'est un sociologue et anthropologue français, cocorico, qui a notamment théorisé la violence en société. Et c'est quelque chose qui est intéressant, alors peut-être a posteriori, mais c'est vrai que la pensée aujourd'hui, actuellement, de J.D. Vance est profondément marquée par cette vision de violence en société. Et la théorie de René Girard, c'est de dire que la violence en société repose sur une idée centrale, le désir mimétique, c'est-à-dire le fait que nous désirons ce que l'autre désire, non pas tant pour objet lui-même que parce que l'autre le désire. Et c'est très intéressant parce que c'est plus ou moins à ça auquel on fait face actuellement dans la pensée MAGA, c'est une revanche du plouc par rapport à l'élite. Euh, et c'est quelque chose que Donald Trump arrive à canalisé de manière assez brillante, c'est la revanche du pauvre contre le riche. Euh, Après, bon voilà, on pourra poser la question de Donald Trump et on va revenir dessus par rapport à ça, mais c'est presque en fait une lutte des classes populistes. C'est un peu du marxisme social, parce que on veut prendre la place du bourgeois, non pas parce qu'on a envie d'être bourgeois nous-mêmes, mais parce qu'il y a quelque chose que nous, on n'a pas qu'on veut. Et on veut l'abattre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup
dans la personnalité de J.D. Vance, mais aussi dans le combat qu'il incarne, à savoir une revanche du pauvre contre le riche. Et une revanche du déclassé contre l'élite. Et la pensée de René Girard à ce niveau-là va beaucoup le marquer. Ça va le marquer aussi avec la lecture de Saint Augustin, La Cité de Dieu, dans lequel Saint Augustin décrit une société idéale. Et tout ça va participer justement à une vision presque politique de J.D. Vance, qui est la lutte contre les élites pour réimposer une vision presque théocratique des États-Unis. La troisième personne qui va aussi beaucoup marquer sa vie en général, mais aussi à Yale, c'est un homme qui s'appelle Peter Thiel, qui est un gourou de la Silicon Valley. Il a fait fortune avec Elon Musk, notamment avec PayPal. Et lui, justement, il a une vision de tentative de réconciliation entre la vision libertarienne de la Silicon Valley et du populisme de Steve Bannon. Et c'est quelqu'un comme J.D. Vance qui va trouver faveur à ses yeux parce qu'il a la patine des gens pauvres, mais aussi la patine des intellectuels. Et tout ça permet de créer quelque chose de très intéressant pour lui. Et c'est pour ça que Peter Thiel va financer ses campagnes politiques. C'est lui qui va financer sa campagne politique pour devenir sénateur républicain de l'Ohio et qui toujours aujourd'hui est dans l'ombre. C'est un peu la créature de Peter Thiel et c'est lui qui va le créer politiquement. Tout ça pour réunir la tech et le populisme, quelque chose qu'on voit beaucoup actuellement, notamment avec une personne comme Elon Musk, qui incarne aussi un peu cette réconciliation entre populisme et tech. La quatrième anecdote, c'est que J.D. Vance était anti-Trump. Alors c'est assez intéressant, mais en même temps, vous allez voir, c'est pas si étonnant que ça. Il a même dit lors d'un interview, I am a never Trump guy. Je suis un mec qui n'a jamais voté pour Trump, et si en 2016 je dois voter entre Trump et Hillary, je voterai pour Hillary Clinton en me bouchant le nez. Alors c'est assez étonnant, mais c'est pas si étonnant parce que dans une certaine mesure, Trump incarne tout ce que déteste J.D. Vance. Trump est un milliardaire de la côte est de New York. Il a grandi dans une famille très riche. C'est un homme qui a eu un nombre incalculable d'affaires. Il a eu 5 mariages. Il a des affaires de VOL aux fesses, etc. C'est le consumérisme par excellence. Il n'est pas du tout croyant. C'est pas du tout quelqu'un de croyant, quelqu'un comme Trump. Alors il utilise les chrétiens pour se faire élire, mais il n'est pas croyant. Il vend des bibles en or, il vend des baskets en or. Donc c'est vraiment tout ce que déteste quelqu'un comme J.D. Vance dans sa pensée politique, parce que J.D. Vance, au contraire, lui, il prône des valeurs conservatrices, un mariage solide, des valeurs chrétiennes. Il prône aussi, comme on l'a dit, la voix des Blancs qui ont été déclassés par des personnes comme Trump, la voix des Blancs qui ont eu, alors j'ai pas envie de parler comme un marxiste parce que je suis pas un marxiste, mais des petits Blancs dont la force de travail a été captée par des gens comme Trump. Et il n'empêche que ils l'ont voté pour lui parce que Trump a eu le génie politique de réussir à capter cette colère. Et à capter cette lutte de eux contre nous, les élites contre le peuple, etc. Même si bien sûr J.D. Vance, même si bien sûr Donald Trump est issu des élites. Et tout ça explique la raison pour laquelle J.D. Vance au début n'a pas voté pour Donald Trump. Alors bien sûr il s'est rattrapé et ça peut expliquer aussi dans une certaine mesure un peu son jusqu'au boutisme d'être un peu plus catholique que le pape parce qu'il a besoin de se faire pardonner un peu ses débuts de trahison envers le parrain. Parce que Donald Trump fonctionne un peu comme un mafieux. Il préfère avoir des gens loyaux à ses côtés que vraiment des gens compétents. Mais voilà, ça c'est vraiment la quatrième anecdote, c'est qu'au bout du compte, en fait, il vient relativement de loin et il n'était pas du tout pro-Trump, mais il a quand même retourné sa veste, notamment en 2022. Alors la dernière et cinquième anecdote, c'est que J.D. Vance est un chrétien fondamentaliste. Mais, et c'est ça qui est intéressant, il n'est pas chrétien fondamentaliste comme les chrétiens évangéliques américains. Alors il est né dans une famille protestante, plus ou moins chrétienne évangélique, etc. Mais d'ailleurs, il le critique profondément dans son livre. Il reproche à ces églises d'être très émotionnelles, d'être peu structurées théologiquement. Aussi, il reproche dans une certaine mesure l'obésité financière des pasteurs. Et c'est pour ça que lui, il va se tourner plus vers le catholicisme et il va se faire baptiser en 2019 dans l'Église catholique. Et la vision qu'il a du catholicisme est beaucoup plus une vision militante et politisée de ce que c'est le catholicisme, et non pas une vision de charité, etc. Pour lui, dans une certaine mesure, le catholicisme est le bras armé de l'État, et il faut imposer
c'est une forme de théocratie. Il faut imposer la foi aux autres parce que lui, il a vraiment une vision de dire que l'Amérique est en déclin à cause de la perte des valeurs chrétiennes de l'Occident, parce qu'il y a eu des avortements, parce qu'il y a eu des divorces, notamment c'est pas mal lié à son traumatisme, lui, en tant qu'enfant, né de famille peu structurée, avec un père absent de la picture et une mère qui a des affaires à droite et à gauche et qui n'a pas une vie relationnelle et émotionnelle saine et structurée. Et lui, il voit justement dans le catholicisme une manière de restructurer les États-Unis, dans le catholicisme et le christianisme de manière générale. Et c'est pour ça que il est à ce point proche des milieux catholiques, mais aussi proche des milieux illibéraux, à savoir des milieux qui, eux, ont une vision à l'encontre de ce qu'est l'état de droit, des visions qui veulent affaiblir au maximum le pouvoir des juges et le pouvoir du législatif, donc le pouvoir du Congrès, pour un exécutif de plus en plus fort. Et c'est ça que aujourd'hui J.D. Vance incarne dans sa pensée. Et si on a envie de reprendre un peu toutes ces 5 anecdotes pour essayer de comprendre qui est J.D. Vance et ce que nous raconte J.D. Vance des États-Unis, c'est qu'en fait, ce qui est très intéressant, et c'est ça que moi je trouve fascinant avec J.D. Vance, c'est que J.D. Vance, en fait, il est la symbiose de beaucoup de choses aux États-Unis. Et il arrive à fédérer, on va dire, les 5 groupes les plus importants aux États-Unis, et il y en a plusieurs. J'ai fait une vidéo un peu plus complète sur le sujet, mais on va essayer de revenir rapidement sur ces 5 groupes. Le premier, ce sont les techno-libertariens de la Silicon Valley, avec des gens comme Peter Thiel et des gens comme Elon Musk. Et lui, étant donné qu'il a grandi professionnellement dans ces milieux-là, il les comprend bien, mais il est aussi la synthèse du populisme et de l'illibéralisme qui est incarné par une personne comme Steve Bannon, parce que lui, J.D. Vance, il est quand même relativement contre, pas forcément l'état de droit, mais il est pour un affaiblissement de l'état de droit. Et on le voit aujourd'hui, notamment avec beaucoup de décrets illégaux qui ne sont pas constitutionnels, etc., etc., que ce soit les déportations illégales, que ce soit le non-respect des demandes de la Cour suprême. On voit qu'il y a une tentative illibérale très très forte et populiste très très forte qui s'incarne aussi dans la vision que peut avoir des gens comme Peter Thiel et Elon Musk avec leur vision techno-libertarienne. Le troisième groupe que fédère profondément quelqu'un comme J.D. Vance, c'est les petits blancs. On en a parlé beaucoup dans cette vidéo. Les gens pauvres de l'Ohio, il arrive à les comprendre, il arrive à leur parler, il sait de qui et de quoi ils sont faits, ils savent qui ils sont, et il arrive à fédérer tout ça, alors que les techno-libertariens sont complètement déconnectés de ce que peut vivre un petit blanc de l'Ohio. Quelqu'un comme Musk n'a pas le début d'un commencement de ce que peut vivre une personne issue de la Rust Belt qui a grandi dans une Amérique désindustrialisée, une Amérique pauvre, etc. Et le quatrième groupe que J.D. Vance arrive à fédérer, ce sont les chrétiens fondamentalistes, chrétiens évangéliques ou catholiques, surtout évangéliques. Et du coup, c'est ça que représente J.D. Vance. J.D. Vance, il représente une synthèse et il arrive à jongler entre des groupes qui structurent aujourd'hui le camp MAGA. Et ce qui va être intéressant de voir au travers des années, c'est est-ce que J.D. Vance va réussir à structurer la pensée politique? Parce que, si on a envie d'être un peu trivial, c'est que si Trump est le Messie, et croyez-moi, il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui sont borderline en train de penser que Trump est le Messie. Hein. Si Trump est le Messie, J.D. Vance est son disciple, son apôtre. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que est-ce que le Trumpisme va survivre à Trump et est-ce que J.D. Vance va être en mesure de structurer la pensée du Trumpisme pour en créer une véritable pensée idéologique structurée ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que J.D. Vance, lui, est l'Amérique qui veut sa revanche contre le monde, contre elle-même, contre les riches, contre les pauvres. Parfois, on peut se poser la question, c'est une Amérique qui veut se venger contre tout ce qu'elle pense être son ennemi. Mais aussi, moi, ce que je pense profondément, et j'en suis intimement convaincu, c'est que J.D. Vance, c'est de la poudre aux yeux d'une colère qui est détournée contre les mauvaises personnes. Et j'ai pas envie de faire, encore une fois, de la géopolitique ou de la psychologie du café du commerce, mais je pense qu'il y a quelque chose de symptomatique dans J.D. Vance qui est de prendre la colère d'une Amérique qui existe, qui est réelle, qui est profonde. D'ailleurs, une colère qui existe aussi en Europe, avec beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, il n'y a pas beaucoup d'espoir, montée de l'extrême droite, montée de l'AfD, montée du Rassemblement national.
mais c'est une personne qui capte une vraie colère et la dirige vers les mauvaises personnes, qui les dirigent euh, contre des boucs émissaires. Euh, parce que, au bout du compte, l'Amérique qui a affaibli la classe moyenne, c'est l'Amérique des techno-libertariens. C'est l'Amérique de Musk qui a son usine Tesla, non pas aux États-Unis, mais une usine en Chine, parce que pour faire consommer des chômeurs, il faut faire travailler des esclaves. Je sais que je répète souvent cette phrase dans mes vidéos, mais c'est vrai, c'est ça le néolibéralisme, c'est faire travailler des esclaves pour faire consommer des chômeurs. Et c'est aussi l'Amérique de Trump. C'est les grands patrons comme Trump qui ont détruit l'Amérique. Et aujourd'hui, les techno-libertariens de Musk à Peter Thiel et les Trumpistes, ou même dans une certaine mesure le Country America de Corporate America, sont des soutiens de Trump, mais ils détournent la colère légitime des Américains vers autre chose. Et alors je sais que ça va peut-être sentir un peu communiste, mais pas du tout le cas, je suis pas du tout communiste, mais ils devraient être en colère, les gens de la Rose Belt, contre les grands patrons, contre les Peter Thiel, contre les Elon Musk, contre les Donald Trump. Mais on leur a trouvé un bouc émissaire qui sont les ennemis de l'intérieur, le deep state, peu importe ce que ça veut dire, les fonctionnaires. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont des petits fonctionnaires, parce qu'ils ont tendance à penser que les fonctionnaires du deep state sont un peu les personnes qui sont dans les hautes arcanes du pouvoir, mais un fonctionnaire, ça peut être le gars à la poste, hein, c'est ça aussi un fonctionnaire. Et du coup, il détourne la colère contre le deep state, contre les minorités, qu'elles soient queer, qu'elles soient afro-américaines, qu'elles soient latino dans une certaine mesure, euh, contre les femmes, contre les journalistes, contre les juges. Et il crée cet environnement de défiance contre les mauvaises personnes. Et j'ai envie de finir cette vidéo avec une phrase de Lyndon Johnson, qui est un ancien président des États-Unis, qui, dans une certaine mesure, à mon sens, résume qui est vraiment J.D. Vance et ce qu'incarne J.D. Vance. Parce que Lyndon Johnson écrit, lui, si vous pouvez convaincre le blanc le plus pauvre qu'il est supérieur au meilleur des noirs, il ne remarquera même pas que vous êtes en train de lui faire les poches. Donnez-lui juste quelqu'un à mépriser et il videra ses poches de lui-même. Et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. C'est J.D. Vance, Donald Trump qui explique à la classe travailleuse qui souffre aux États-Unis, vous êtes meilleurs que les latinos, vous êtes meilleurs que les afro-américains, vous êtes meilleurs, ils le disent pas comme ça, mais c'est plus ou moins ça l'idée, hein. Vous êtes meilleurs que les élites démocrates, vous êtes meilleurs que les journalistes, vous êtes meilleurs que les immigrants, vous êtes meilleurs que tout le monde. Mais au passage, qu'est-ce que fait Donald Trump, qu'est-ce que fait J.D. Vance? Il leur retire Medicaid, il leur retire Medicare, ils coupent les financements de l'État fédéral pour les plus pauvres, ils veulent retirer les STEM food, donc des tickets de rationnement qui sont pour les personnes les plus pauvres. Ils veulent créer plus de prisons. On a vu l'entretien entre Bukele et Trump, Bukele, président du Salvador, et Trump cette semaine, en disant il faut créer plus de prisons. On attaque les juges. Et tout ça, en attendant, on détourne la colère. Et au passage de la colère, eh bien, on rafle la mise et on fracasse une Amérique déjà fracassée. Et est-ce que J.D. Vance va être fidèle aux paroles qu'il a eues lors de son inauguration, où il a dit « Je n'oublierai jamais d'où je viens ». Après 3 mois de présidence, la question peut se poser, est-ce que J.D. Vance, sur base de ça, va pouvoir être une alternative à Trump en 2028? Moi, à titre personnel, je pense que, vu comment ils avancent, je pense pas. Parce qu'ils vont perdre les midterms, parce que c'est une catastrophe déjà. Ils ont perdu la Cour suprême au Wisconsin, ils ont perdu un siège au Sénat en Pennsylvanie, et ils ont fait des résultats assez médiocres en Floride. Du coup, il n'y a plus que deux choses. Soit le coup d'État, soit on revient à la démocratie, mais la démocratie, c'est redonner le pouvoir à ceux qui essayent de détruire. Mais bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, mettre un like. Et aussi, si ce format vous intéresse de 5 anecdotes sur un personnage politique, peu importe le pays, écrivez-le. Donnez-moi d'ailleurs des suggestions de personnes qui pourraient vous intéresser. Et je le ferai avec grand plaisir. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée.